Depuis quelques années, les Américains sont confrontés à une nouvelle guerre. Leur ennemi est d'un genre nouveau, son nom, Global Warming, le réchauffement climatique. Il attaque de toutes parts, à l'est, sur la façade atlantique, au sud, dans le golfe du Mexique, et à l'ouest, sur la façade pacifique. L'eau va monter jusqu'à 1,50 m par endroit. Les 20 000 km de côtes américaines sont menacées. L'Amérique est-elle consciente du danger ? Première étape de notre voyage aux États-Unis, les Outer Banks. Un site unique pour tous ceux qui veulent trouver un endroit exceptionnel. Cette presqu'île est située en Caroline du Nord. Elle s'étire sur près de 160 km de long. Avec ses chapelets d'îles, ses villas sur pilotis, les Outer Banks sont la cote. Pour les touristes, comme pour l'industrie du cinéma, qui a trouvé là un décor pour ses comédies romantiques. Partout, on affiche sa fierté d'appartenir à cette terre. Bienvenue tout simplement au paradis. Et cette autre pancarte, trop chanceux. Un bonheur qui paraît pourtant bien compromis. Les scientifiques que nous avons rencontrés sont inquiets et ils le disent. Le pont pourrait s'écrouler à tout moment. Enfin, espérons que ça n'arrive pas dans les 10 prochaines minutes. Ironique ou non, Rob Young ne mâche jamais ses mots. Ce pont pourrait vivre ses derniers instants, 10 minutes ou plus sûrement quelques semaines ou quelques mois. L'heure est grave, dit-il. Ce pont est grand et magnifique, mais le problème, c'est qu'il relie deux îles entre elles. Des îles qui bougent, et de plus en plus. La faute à la montée des eaux. Et pour appuyer ses observations, il insiste sur ces nombreux techniciens que nous croisons sur le pont. Ils seraient déjà à son chevet. Ils sont tellement inquiets de la stabilité du pont qu'ils ont mis un feu et ne laissent passer qu'une file de voitures à la fois. Ils sont très inquiets, surtout quand ce sont des camions. Ils jettent constamment des pierres à la base du pont pour maintenir les fondations. Rob est géologue. Comme tous les scientifiques, il ne parle jamais à la légère. Depuis de longues années, il travaille sur les effets du réchauffement climatique et la montée des eaux. Travaux qui démontrent que ce pont pourrait être l'une des premières victimes de ces changements climatiques. Pour lui, cette mince bande de terre est bel et bien en sursis. Par endroits, elle fait moins de 100 mètres de large. C'est l'envers du décor. Ces villas, les pieds dans l'eau, sont en danger. Ces sacs de sable, censés les protéger, ne font que retarder l'échéance fatale. Lorsqu'il vient dans ce quartier résidentiel, Rob se fait discret. Car dans le coin, son discours est loin d'être populaire. Vous pensez que c'est une bonne idée de mettre des sacs de sable comme ça ? C'est peut-être une bonne idée pour la personne à qui appartient cette maison, mais c'en n'est pas une pour la plage. Comme vous pouvez le constater, il ne reste presque plus de plage devant ces sacs. Ici, plus personne ne peut vraiment en profiter. Ces sacs, en protégeant la maison, empêchent le mouvement naturel de la plage. À cause d'eux, l'érosion grignote du terrain. Tout ce que l'on a maintenant, c'est une vilaine plage et des maisons protégées. En Caroline du Nord, les plages appartiennent au public et non aux propriétaires des maisons. À mon avis, ces propriétaires n'ont pas le droit de détruire la plage juste pour protéger leur maison. Moi, je ne pense pas que je mettrais des choses de grande valeur dans cette maison. Elle ne va pas tenir très longtemps.
Est-ce que vous pensez qu'avec le réchauffement climatique, toutes ces maisons vont disparaître un jour? Oui, toutes ces maisons sont condamnées. Un jour ou l'autre, elles disparaîtront. Les sacs de sable ne les protègent que temporairement. À la première tempête de la saison des ouragans, la majorité de ces maisons vont disparaître. Sur cette plage, à chaque fois qu'il y a un ouragan, que ce soit une tempête d'hiver ou un ouragan, l'une ou l'autre de ces villas sont emportées. Et les faits lui donnent raison. Septembre 2003, Isabelle frappe la côte est américaine. La Caroline du Nord est touchée de plein fouet. L'ouragan est d'une rare violence, avec des vents atteignant les 200 km/h. 23 personnes sont tuées. Les dégâts sont estimés à près de 4 milliards de dollars, soit 3 milliards d'euros. Les Outer Banks n'ont pas été épargnés. Cet hôtel, situé en première ligne, a souffert. Depuis le passage de l'ouragan, Isabelle, Ray, son propriétaire, tente de le remettre en état. Déjà 5 années de travaux. Oui, c'est un gros investissement. C'est un investissement à 10 millions de dollars et l'océan peut tout emporter. En une seconde? En l'espace d'une nuit. Nous avions une piscine ici. Nous avions une plage de 60 mètres. La piscine et la terrasse étaient de ce côté-là. Tout a disparu. Un hôtel d'une 50aine de chambres ou d'appartements. Ray a dû emprunter pour le remettre en état. Les assurances l'ont à peine indemnisé. C'est le côté nord de l'hôtel qui a été le plus gravement endommagé. Ce mur a été coupé en deux, avec une fissure de 3 cm. Nous avons dû reconstruire le bâtiment et le faire sur des fondations plus solides pour qu'il ne bouge plus. Combien coûte une chambre comme celle-ci? En haute saison, ça coûte 1 500 $ la semaine. Si vous la louez à l'année, 1 200 $ par mois. Nous avons seulement 100 jours pendant lesquels nous pouvons louer. Après, on ferme. À Noël, c'est pas mal, mais pas assez. C'est une belle journée pour être ici. C'est pour ça qu'on est ici. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Pour Ray, pas question de partir, de quitter ce lieu si magique, mais si vulnérable. Chaque année, pendant la saison des cyclones tropicaux, il vit dans l'angoisse d'un nouvel ouragan qui pourrait tout détruire. Mais quelle solution pour protéger de tels investissements? Ici, il n'y a que des propriétaires privés. Pour Rob Young, le scientifique, il n'y a aucune parade miracle. Dans d'autres États, ils pourraient autoriser la construction d'un mur, une sorte de digue pour protéger ces maisons. Un mur devant cette maison. En Caroline du Nord, nous ne l'autorisons pas. C'est interdit de faire ces digues pour protéger ces villes-là. En Caroline du Nord, toutes ces maisons vont tomber. Et je pense que c'est une bonne chose, car ça permettra à la plage de continuer sa progression. Ça permettra alors à cette côte de rester une côte naturelle. En disant ça, tous les gens d'ici vont vous détester. Vous savez, mon université se trouve dans les montagnes de la Caroline du Nord. Et il y a une raison à ça. Je peux venir ici, dire ce genre de choses et repartir me cacher. Mais c'est vrai, ici, ce n'est pas très populaire de dire ça, c'est sûr. Mais moi, je parle au nom de tous les gens de Caroline du Nord qui sont propriétaires de ça. Cette plage nous appartient. Elle n'est pas à eux. Elle est aux habitants de l'État.
Chaque jour, les plages s'effritent, reculent et s'effondrent. À chaque tempête, le mouvement s'accélère. Sur tout le littoral, sur près de 160 km, ce sont des centaines, peut-être plus d'un millier de villas qui sont menacées par l'érosion et la montée des eaux. De si jolies villas de bord de mer, Rock en possède plusieurs, un rêve d'enfant. À la retraite depuis 2 ans, il pensait profiter de ce petit paradis. Comme vous le voyez, régulièrement j'apporte du sable pour tenter de maintenir ma propriété. Et vous voyez comme le sable s'effondre ici. On va rentrer dans ma maison. Le sable et le sel s'infiltrent partout. Impossible d'entrer par cette porte, la serrure est grippée. Pour Rock, le propriétaire, les pieds dans l'eau, ça se mérite vraiment. À chacune de ses visites, il note chaque détail, chaque réparation à effectuer. La peinture de la rambarde paraît pas mal, mais il faudra peut-être la refaire. Et comme la maison peut s'effondrer, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Je dois toujours peser le pour et le contre. Rock a tout abandonné à Washington pour s'installer ici. Il a d'abord acheté une première villa, puis une deuxième. Au total, dans ce village, il possède 8 chalets de ce genre qu'il loue normalement à des touristes. C'est l'une des maisons que je possède. Comme vous voyez, on n'a pas lésiné sur les dépenses. Des dépenses considérables pour rien. Les autorités lui demandent aujourd'hui de détruire ces villas car elles risquent de s'effondrer. Comment peut-on détruire ces maisons? Il n'y a pas de raison. Elle est stable, les assurances, les inspecteurs de l'habitat l'ont contrôlée, et pourtant les autorités pensent qu'il faut la démolir comme les autres, car elle est trop proche de l'océan. Comme les autres propriétaires, Rock tente simplement de protéger ces villas. Je ne peux pas me permettre de gaspiller. Rock a déjà investi des centaines de milliers d'euros dans ces sacs de sable. Des moyens dérisoires qui sont autant dénoncés par les scientifiques que par les autorités du comté. Il aurait dû les retirer, mais il résiste. Un acharnement qui pourrait lui coûter encore plus cher. Depuis le 1er mai 2008, les autorités l'ont condamné à enlever ses protections. S'il refuse, il doit payer 10 000 $ par jour et par maison, soit 80 000 $ par jour. Un bras de fer et un combat perdu d'avance. La bataille ultime a commencé, et avec, la saison des cyclones. De juin à septembre, la menace est permanente. Il y a 2 ans, il y avait une autre maison, juste ici, à cet emplacement vide. Il voulait me la vendre, mais il n'a pas pu la sauver. Résumons, il y a 2 ans, une maison ici, et il y a 2 semaines, une maison là-bas. Petit à petit, toutes ces maisons disparaissent. Un drame pour tous ces propriétaires. Leur maison était estimée à près de 500 000 €. Leur valeur a déjà diminué de moitié. Dieu a été généreux avec moi. S'il doit les prendre, qu'il les reprenne. Je préfère que ce soit lui que les hommes politiques. Le réchauffement climatique. Toute la côte est des États-Unis est concernée par ce fléau. Ici, en Floride, le risque est encore plus important que dans les Outer Banks.
Il suffit d'un survol aérien pour le comprendre. La Floride, avec ses 2000 km de côte, de plages de sable blanc, a tout à perdre. Avec la montée des eaux, ce sont 2/3 des plages environ qui disparaîtraient. Le tourisme, principale ressource, serait frappé de plein fouet. Et que dire des buildings, des centres d'affaires, des hôtels installés en bord de mer. Chaque année, ils sont des millions, américains ou étrangers, à venir se reposer ici. Les guides parlent d'un petit paradis sur Terre, où le soleil brille près de 320 jours par an. Un paradis, oui, mais artificiel, car toutes ces plages n'ont rien de naturel. Les autorités investissent des sommes considérables pour réensabler. Des plages temporaires, car la mer grignote la terre. Jen West est avocat, spécialisé dans les questions liées à l'environnement. Ce n'est pas ce à quoi doit ressembler une plage. C'est complètement érodé. Jen West a été mandatée par une association écologique. La fondation Surfrider dénonce le réensablement systématique des plages. Pour la première fois, une association va jusqu'à assigner l'État de Floride en justice. On se bat contre l'État de Floride car il va étendre la plage de plusieurs mètres. Ensabler 7 hectares de récifs coralliens. C'est très mauvais pour l'environnement. Ça va tuer les coraux, les poissons, tout l'écosystème. C'est vraiment désastreux pour notre environnement. Nous sommes à Palm Beach, le Saint-Tropez local. En haute saison, c'est le rendez-vous de la jet set. Il y a des gens richissimes ici. Les Kennedy, Donald Trump. Des stars du cinéma? Oui, et de vieilles fortunes. Ils veulent tous que leur maison donne sur de belles plages de sable blanc. Se lever le matin, se balader. C'est pour cela qu'ils ont payé si cher leur maison en face de l'océan. Cet avocat se définit comme une écolo-citoyenne. C'est dans une voiture hybride qu'elle nous emmène dans les rues de Palm Beach, histoire de nous montrer le pouvoir de ce qu'elle combat. Nous sommes actuellement dans la plus connue des avenues, la Worth Avenue. C'est l'endroit du monde le plus exclusif pour faire du shopping. Regardez. Cartier, Escada, Gucci, Gucci encore. C'est dur de se battre quand il y a tant d'argent en face. Mais les Américains commencent lentement à se rendre compte de ce qui est bon pour l'environnement. Et puis, l'argent ne gagne pas toujours. Enfin, j'espère. Nous roulons sur ce qu'on appelle une île barrière. Des îles barrières en voici. Ce sont d'étroites bandes de terre poreuses. Elles longent une partie du littoral. Ici, nous survolons celle située autour de Miami. Des immeubles en construction, d'autres immeubles et encore. Des milliards de dollars sont investis dans ces îles barrières. Ces îles sont censées bouger, mais si vous regardez autour de vous, tout le monde construit des maisons ou ces grands immeubles. Des constructions sur une terre qui va bouger, ce n'est pas très intelligent. Un exemple avec Jupiter Island, une ville située juste à côté de Palm Beach. Ici aussi, le sable n'a rien de naturel. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Cette zone très habitée n'est pas épargnée par les cyclones tropicaux et la montée des eaux. Ce que nous voyons là, ce sont des condominiums, des copropriétés situées sur Palm Beach Nord. Si un ouragan les détruit, ce qui est amusant, c'est que les propriétaires pourront les reconstruire au même endroit. Mais qui va payer? Le gouvernement fédéral. Nous avons un programme d'assurance d'inondation.
Tous ces gens sont donc subventionnés. Les contribuables, comme moi, payent pour qu'ils puissent vivre au bord de l'océan sans risque. C'est incroyable. Oui, c'est un non-sens. C'est fiscalement irresponsable. Ils peuvent reconstruire le même immeuble au même endroit, Exactement le même. comme celui-là. C'est un combat important pour mon bébé, comme pour les futures générations. Tous ceux qui ont des enfants devraient se sentir concernés par ce qui se passe ici. Je veux que mon enfant profite de cette plage à l'état originel. Et vous êtes vraiment inquiète pour l'avenir de la Floride? Bien sûr. La majorité de l'État est située, je crois, juste 30 ou 40 cm au-dessus du niveau de la mer. Le réchauffement climatique va nous toucher. Tout ça sera sous l'eau. C'est triste. L'État de Floride est-il conscient de ce danger à plus ou moins long terme? Peut-être. Mais il ne le montre pas. Sa priorité reste le développement du tourisme. Un secteur, il est vrai, en pleine expansion. Avec près de 50 millions de touristes chaque année, il rapporte des dizaines de milliards d'euros. Il faut donc à tout prix protéger ces infrastructures et ces plages qui attirent tant de touristes, pour le moment. Dans son bureau, Leanne Welch est chargée de mettre en œuvre la politique que dénonce l'avocat Jen West. Elle travaille pour le comté de Palm Beach. Sa mission, protéger les grands bâtiments qui défient autant les lois de la nature que celles du bon sens. C'est difficile et cher. Mais comme vous le voyez là, ce sont des immeubles avec beaucoup de gens à l'intérieur. Là, c'est une photo plus serrée. On ne peut pas se permettre de perdre ces plages, sinon ces gens perdraient leur habitation. Voilà à quoi ça ressemble après une tempête. Comme vous pouvez le constater, les gens dans ces immeubles ne peuvent pas se réjouir de voir leur plage disparaître. C'était l'été dernier, il y a un an. Ce sont de bonnes photos. On voit à gauche le sable qu'on a mis pour emblayer. Leanne Welch nous montre ces photos pour mieux démontrer la pertinence de son travail. Les immeubles, les pieds dans l'eau, sont bel et bien menacés, mais elle préfère nous emmener sur le terrain. Voilà la plage de Singer Island, où nous avons effectué des travaux pour lutter contre les effets de l'érosion. Ce projet nous a coûté 750 000 $ pour 1,5 km. Et vous avez dû recommencer plusieurs fois? Oui, ça a été une mauvaise année. On a dû le refaire 3 fois. Normalement, c'est une fois par an. Là, on espère que c'est la dernière. C'est devenu stable. La plage se reconstitue naturellement. J'espère vraiment que c'est la dernière. Mais on se prépare à recommencer s'il le faut. Pour cette plage, près d'1,5 million d'euros jetés à l'eau. Avec la nouvelle saison des ouragans, il faudra sûrement recommencer, encore et encore. En 24 heures, tout peut disparaître. Mais ce sable, c'est pour nous le sable du sacrifice. Si le sable n'était pas ici, peut-être qu'un ouragan pourrait emporter tous ces immeubles. L'argent que nous investissons en recréant ces plages, c'est dérisoire comparé à l'argent qui a déjà été investi dans ces immeubles. Derrière chaque balcon habite une famille. Nous protégeons beaucoup de monde. En dehors des périodes de haute saison, ces appartements restent vides. D'autres, habités à l'année, ont trouvé d'autres solutions pour se protéger. Voilà un rempart qui protège cette propriété. Mais les autres propriétés n'ont pas de mur comme celui-ci. Un mur contre les assauts répétés de l'océan. Un rempart, certes, mais son efficacité n'est pas encore prouvée. Et que se passera-t-il si les prévisions des scientifiques se réalisaient?
si le niveau de l'océan montait d'1 mètre, ou plus encore. Star Island, que nous survolons ici, serait rayé de la carte. Rayé, ces villas de milliardaires. Le compte à rebours a bien commencé. Et qu'en sera-t-il de Miami Beach? La ville Art déco est également vulnérable. Elle est située sur l'une de ces nombreuses îles barrières, des îles poreuses et instables. Harold Wanless est chercheur à l'université de Miami. Ses détracteurs le surnomment le Dr Doom, l'homme qui annonce l'apocalypse. Avant la fin du siècle, nous pensons que l'eau montera à peu près d'1 mètre à 1,50 m, peut-être plus. Actuellement, les zones de construction à Miami Beach sont situées à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, à marée haute. Pour ce géologue, les Américains doivent très vite prendre conscience des dangers qui les attendent. Qu'aucune ville aujourd'hui n'est indestructible. Partout dans le monde, on vit avec l'idée que tout est permanent. Miami Beach n'a que 100 ans. Aujourd'hui, on fait comme si Miami Beach était là depuis toujours, comme les villes de Rome ou de Londres. Ce sentiment du permanent n'est plus une réalité. Dire la vérité, selon vous, c'est dire aux gens que demain, Miami Beach aura disparu. C'est bien là le problème. Ce n'est peut-être pas pour demain, mais c'est quand même dans 60 ou 80 ans. Et pour la plupart des gens, c'est une éternité. Regardez ici, les gens sont en vacances. C'est une industrie qui marche, le tourisme. C'est comme ça que ça marche. Regardez ces gens. Ils s'en fichent. Ils profitent de leurs vacances. Harold Wanless prépare actuellement un livre sur les conséquences du réchauffement climatique aux États-Unis et dans le reste du monde. Un livre choc qui montrera ce qui nous attend si les pays industrialisés ne changent pas leur mode de vie. Pour nous convaincre, il dispose d'un outil disponible sur Internet. En quelques clics, on plonge en 2070 ou en 2100. Hausse du niveau de l'océan, 1 mètre, puis 2, et ainsi de suite. La Floride disparaît. Un scénario catastrophe, certes, mais pour le Dr Doom, la réalité dépasse souvent la fiction. Toute la région sera confrontée à des ouragans de catégorie 3, 4 ou 5. Ce sera alors une zone très dangereuse. Les îles barrières seront alors inhabitables. Il y aura des centaines de milliers de réfugiés ici, au sud de la Floride, comme dans d'autres États de la côte américaine. Les ouragans, c'est la hantise des scientifiques. Il suffit de se rappeler. Andrew, en 1992. 20 milliards d'euros de dégâts, rien qu'en Floride. Et depuis, d'autres ouragans ont frappé. Leur fréquence et leur violence augmentent sans cesse. On ira quelque part, sûrement. J'ai des amis qui ont déjà acheté des propriétés vers le nord, à l'intérieur des terres. C'est comme une assurance pour l'avenir, ce qui est bien. Mais... Harold Wanless est inquiet. Et il n'est pas le seul scientifique dans ce cas. Les prévisions des experts internationaux ciblent toutes les côtes américaines. Danger sur la côte Est, la côte Ouest et le golfe du Mexique. Près du tiers de la population américaine vit à moins de 100 km du littoral. Un littoral de plus en plus vulnérable. Nous partons en Louisiane, au sud du pays. Nous sommes dans la rue Bourbon, au cœur de la Nouvelle-Orléans. La vie semble avoir repris son cours. L'ouragan Katrina n'est plus qu'un mauvais souvenir.
En apparence, la ville n'a plus le blues. Et pour exorciser ses vieux démons, elle a même inventé un cocktail, Hurricane, l'ouragan. Mais ce soir-là, l'orage menace. Nous sommes en juin, au cœur de la saison des cyclones tropicaux. La Nouvelle-Orléans se souvient. 29 août 2005, Katrina. Drôle de nom pour un ouragan. Les eaux submergent la Nouvelle-Orléans. Plus de 1500 morts ou disparus, rien qu'en Louisiane. Les secours sont complètement débordés. La plus grande puissance au monde est incapable de faire face à cette catastrophe. 150 milliards d'euros de dégâts. Des dizaines de milliers de familles sont déplacées dans les États voisins, sans espoir de retour ou presque. Au cœur de la parade, Édouard Joseph, il a 54 ans. Exilé, comme il dit, au Texas, il revient chaque année ici en pèlerinage. Nous sommes dans son quartier, le 7e district. Je veux que tout le monde sache que ça, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est notre quartier. Nous aurions dû sombrer, mais nous faisons ça tous les ans. Depuis 12 ans, nous restons forts. Katrina nous a mis à mal un moment, mais tu sais quoi? Rien ne peut empêcher ces bons moments. Nous sommes toujours dans la course, nous sommes toujours le 7e district. Le vrai. Regarde le 7e. Chaque quartier a sa propre parade. Le défilé emprunte les rues où les stigmates de Katrina sont encore visibles. 24 heures de fête, de concerts. Et le lendemain, le silence s'abat de nouveau sur le 7e district. Des dizaines de maisons abandonnées. Un quartier fantôme. C'est là qu'Edward vivait avec sa famille. Je dois vérifier qu'il n'y a pas de squatteurs dans la maison. On dirait que c'est OK, mais on ne sait jamais. C'est la première fois depuis Katrina qu'il revient dans sa maison. Regardez, ils ont fait un lit avec ça. Ils se sont assis là. Avant Katrina, cette maison était très belle. Après, quand je suis revenu, il y avait de l'eau jusque-là. Tous mes meubles étaient abîmés. Tous mes habits, mes photos. Quand je dis tout, c'est tout. Il n'y a plus rien de bon dans cette maison. Pourtant, il y avait de beaux meubles partout. Toutes mes affaires, tous mes souvenirs envolés.
Je ne suis pas un réfugié de cette grande nation. Je suis un citoyen, né, élevé aux États-Unis. Alors comment puis-je être réfugié dans mon propre pays, dans ma ville? Comment peut-on nous appeler des réfugiés? Nous sommes juste des victimes de ce terrible ouragan qui a détruit toute notre ville. Dire qu'on est réfugié car on part au Texas, non. Je me sens offensé. I said, did you hear about the mighty flood that happened way down in New Orleans? I said, the mighty flood that happened down in New Orleans will always be on my mind. Comme Edward, 150 000 personnes environ ont trouvé refuge à Houston ou dans d'autres États voisins. La Nouvelle-Orléans peine à cicatriser ses plaies. Dans les zones où vivait la majorité des déshérités, la reconstruction est lente. L'acteur Brad Pitt, des chanteurs, des mécènes américains ont décidé de donner un coup de main. Mais le chantier est immense. Près de 150 000 maisons ont été détruites. Nous sommes dans le 9e district. Opération médiatique. Jimmy Carter vient soutenir des centaines de bénévoles. À 84 ans, l'ancien président américain dirige l'association Habitat pour l'humanité. Une association qui s'est largement impliquée dans la reconstruction de logements pour les plus démunis. À chaque propriétaire, il offre une Bible. Peut-être le symbole de l'impuissance des hommes face au cyclone. En une semaine, 15 maisons seront construites. Ce jour-là, Jimmy Carter et son épouse participent au chantier. À la Nouvelle-Orléans, notre association n'a reçu aucune aide du gouvernement fédéral. Zéro. Et quand je suis venu ici, 14 mois après l'ouragan, sur des milliers de demandes d'aide fédérale, seulement 40 avaient été satisfaites. Je pense que c'est l'efficacité du gouvernement fédéral qui est en cause. Jimmy Carter n'est pas le seul à pointer du doigt le gouvernement de George Bush. Ellis Marsalis est l'une des voix de la Nouvelle-Orléans. Le célèbre jazzman, lui, va plus loin. Il rappelle que la majorité des victimes de Katrina sont afro-américaines. Comme d'ailleurs les milliers de familles de déplacés. La Nouvelle-Orléans, jusque-là, était une ville à majorité noire. Plus maintenant. Vous savez, c'est la longue histoire de l'Amérique avec l'esclavage. En tant que Noirs, nous avons toujours été traités comme des esclaves. Il n'y a rien de nouveau. Mais surtout dans ce drame, je pense que l'incompétence du gouvernement fédéral a touché d'abord ceux qui étaient pauvres. Ça a toujours été comme ça. Fataliste, certes, mais le vieux jazzman pense que rien ne pourra détruire l'âme de cette ville. Et il nous invite à nous rendre au nouveau village des musiciens. 80 maisons construites grâce à l'association de Jimmy Carter. Depuis un an, les musiciens reviennent, comme Little Freddie King. Il habite dans l'une de ces maisons. C'est le jour où ils m'ont remis les clés et tout le reste. Ils m'ont dit « Bienvenue dans ta nouvelle maison ». Je leur ai dit « Que Dieu vous protège, merci ». Little Freddie King n'est pas du genre bavard.
il préfère composer et jouer du blues. Hommage à la Nouvelle-Orléans, une chanson écrite juste après le passage de l'ouragan. Pour l'accompagner, son cousin, Alabama Slim. La ville de Louis Armstrong et de Sidney Bechet reste sous la menace d'un autre Katrina. Entourée de digues, une grande partie de la Nouvelle-Orléans est située sous le niveau de la mer. Des travaux ont bien été réalisés, mais seront-ils suffisants? Pour les scientifiques que nous avons interrogés, le réchauffement climatique risque d'augmenter la fréquence et la violence des ouragans. Notre dernière étape nous emmène sur la côte ouest des États-Unis. Nous sommes à San Francisco, en Californie. Ed Mainland appartient au Sierra Club. C'est l'un des 730 000 membres que compte ce club écologique créé en 1892. Sierra Club tente de mobiliser les gens sur la nécessité d'une action pour protéger l'environnement. Il essaye de les éduquer sur les questions d'environnement. Ed est un ancien diplomate. Aujourd'hui, il dirige le secteur énergie et climat du club. Pour lui, sensibiliser la population américaine, c'est dire la vérité. Décrire sans langue de bois le scénario le plus prévisible pour San Francisco, par exemple. Nous y voilà. La baie de San Francisco. Et c'est une belle journée. Une belle ville de l'autre côté du Golden Gate. Mais c'est une ville en danger. En danger à cause du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement de l'atmosphère pourraient entraîner une montée des eaux d'1 mètre et même de 9 mètres avant la fin du siècle. Et ceci aurait des effets terribles sur le quartier financier de la ville, comme sur le port d'Auckland, si important pour le commerce avec l'Asie. En contrebas, Treasure Island, l'île au trésor. C'est une ancienne base militaire construite durant la Seconde Guerre mondiale. Cette île est convoitée par les promoteurs immobiliers qui voient là un investissement rapide et très rentable. Pour Ed Mainland, c'est un très mauvais calcul. Là, c'est un exemple d'un ancien bâtiment de l'armée, aujourd'hui en ruine. Il sera remplacé par un immeuble de bureaux. Le problème est de vouloir investir ici, dans cette île, située juste au niveau de la mer. Alors que l'on sait qu'avec une faible montée des eaux, toutes ces constructions et ces investissements seront engloutis. Ça illustre bien qu'ici, en Californie, on doit maintenant tenir compte des effets du réchauffement climatique avant d'imaginer la moindre construction ou la moindre affaire. Pour Ed, ce type d'initiative n'est pas étonnant. Au plus haut niveau de l'État fédéral, la réalité du réchauffement climatique a été largement minimisée. Un seul responsable à ses yeux, le président George Bush. Sur vos billets, il est écrit « Bush ment ». Pourquoi? Vous savez, parfois, détourner les images des billets n'est pas bien vu. Mais c'est une façon d'exprimer ce que certains pensent de Bush. Pendant longtemps, il a nié la réalité du réchauffement climatique.
Ensuite, il a menti sur les efforts nécessaires pour l'arrêter. On pense que Bush a saboté les efforts internationaux pour agir contre le réchauffement climatique. Car il a fait des États-Unis la seule grande nation à refuser le protocole de Kyoto. Et il a bloqué les efforts internationaux pour lutter ensemble contre ce réchauffement climatique. L'histoire ne pardonnera pas ça à George Bush. Son seul espoir aujourd'hui, que le prochain président des États-Unis change radicalement de politique sur cette question. Nous partons à Stockton, toujours dans l'État de Californie. Meeting de John McCain, Memorial Day. C'est le jour du souvenir pour tous les vétérans américains. Une entrée rock'n'roll pour John McCain au son du groupe Steppenwolf. Le candidat républicain évoque d'abord la guerre en Irak. Le sénateur Obama a dit qu'il fallait se retirer progressivement d'Irak. Mes amis, il n'est pas question de capituler en Irak. Je ne me rendrai jamais. Mais John McCain sait qu'une autre guerre s'annonce. Une guerre pour sauver la planète. Sa position sur le réchauffement climatique n'a rien à voir avec celle de George Bush. C'est un énorme challenge. Notre économie est complètement dépendante du pétrole étranger et notre économie en souffre. Les dégâts causés par les gaz à effet de serre et le changement climatique sur notre planète sont, je crois, bien réels. Et il en va de notre sécurité nationale. Car il semble évident que nous dépendons de pays qui ne nous aiment pas trop. Une partie de l'argent que nous dépensons pour acheter du pétrole, 500 milliards de dollars ou plus, finissent dans les mains d'organisations terroristes. Il y a donc une conjonction de ces différents paramètres. Cela nous oblige à agir pour réduire les émissions de gaz. On doit surtout utiliser notre savoir-faire en matière d'innovation, comme ici en Californie. Barack Obama, son adversaire démocrate, fait aussi de cette question une priorité. Un front uni, de bon augure pour l'avenir des États-Unis. En attendant, la Californie est à la pointe du combat contre les émissions de gaz à effet de serre. Il est vrai qu'avec 32 millions de véhicules pour 35 millions d'habitants, la Californie est l'État le plus pollueur des États-Unis. En 2006, une loi historique a été votée, sorte de mini-protocole de Kyoto, qui vise à réduire de 30% les émissions de gaz carbonique avant 2016. Une loi qui concerne toutes les entreprises de Californie, l'État le plus riche des États-Unis. Nous sommes au Capitole à Sacramento. Le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, en matière d'environnement, n'en est pas à son coup d'essai. La Californie non plus. Hollywood se mobilise. Témoin, cette campagne de pub initiée par l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. C'est facile d'être écolo. Si nous plantons 1 million de plantes, nous éliminerons alors 595 000 tonnes de CO2 par an. Des spots de pub et devant le Capitole, surprise. Des voitures hybrides, électriques et à essence sont exposées. Inimaginable en France. C'est une manière de montrer l'implication de l'État de Californie dans la lutte contre la pollution. Que pensez-vous de ces voitures? J'adore ces voitures. Je les adore. C'est l'avenir pour vous? C'est évident. C'est le futur. La seule question, c'est quand? C'est juste la question. Quand seront-elles majoritaires? Pensez-vous que le gouverneur puisse un jour décider que tout le monde conduise ces véhicules? Non. C'est le marché qui va décider.
Comme Ed Manland, Irwin David est également membre du Sierra Club. Une fois par semaine, il vient ici au Capitole à la rencontre des parlementaires de Californie. Il n'est pas le seul. Autour de la table, il y a une vingtaine de militants de diverses associations. L'activité de lobbying est aux États-Unis un sport national. Pour être plus efficace, un coach vient les préparer. Ces militants écolos n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent connaître leur dossier sur le bout des doigts. Commence alors un long marathon avec les élus de Californie. Républicains ou démocrates, il faut les convaincre d'aller plus loin encore dans le combat contre le réchauffement climatique. Bon boulot. Ce jour-là, par groupe de 5 ou 6, ils vont parler à une vingtaine de parlementaires. Quelques-uns ont pris conscience de l'importance de cette question. Le député Marc de Saulnier appartient au Parti démocrate. Nous ne pouvons pas avoir une économie florissante sans une bonne politique environnementale. Avec les changements climatiques, nous pensons que les deux secteurs sont liés. Il faut créer une économie verte avec à l'esprit cette idée forte. En Californie, nous avons tous ces éléments grâce à notre politique de recherche. C'est peut-être là la clé du succès. Le jour où le combat contre le réchauffement climatique deviendra une affaire rentable, les États-Unis s'y investiront. Ils en deviendront peut-être les leaders. Oubliez alors ce titre si peu envié de pays le plus pollueur au monde. Trophée qu'ils partagent avec la Chine. Le réchauffement climatique ne sera alors plus un ennemi, mais plus sûrement un partenaire économique.